Je voudrais commencer par dire que s'il ne s'agissait dans le mariage pour tous que de légaliser, d'officialiser, de normaliser les unions des couples homosexuels, nous n'aurions affaire qu'à une réforme sociétale. Nous pourrions l'approuver ou, au contraire, lui trouver des défauts, mais ce serait finalement une histoire mineure. Il ne s'agit pas de cela. Un mouvement s'est mis en marche, une révolution culturelle qui est en train de transformer notre démocratie en maison de redressement des vivants et des morts. Vous y allez fort aujourd'hui. Oui, alors justement, si vous voulez, la théorie du genre, un fait a été mis en lumière par les sciences de l'homme. Il n'est aucune humanité, aucune société qui n'appartienne à une culture. Toutes nos manières de sentir et de percevoir témoignent d'une compréhension du monde préalable. Une tradition imprègne nos mœurs, anime nos manières de vivre, de voir, de travailler, de sentir. Les théoriciens du genre, disons, s'appuient sur cette découverte des sciences humaines pour, si vous voulez, encore radicaliser la proposition. Pour ces théoriciennes et ces théoriciens, il faut réduire au maximum la part du biologique. Tout est le sexe et genre de part en part. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en effet, tout est culturel. Alors, je disais les sciences de l'homme. Mais les sciences de l'homme ont été précédées dans cette découverte par un grand mouvement de pensée au début du 19e siècle, en réaction à la Révolution française, le romantisme, qui a dit, ben voilà, il y a des traditions historiques, on ne peut pas, sauf évidemment à tomber dans les plus grands périls, vouloir construire un homme nouveau, nous venons de quelque part. Mais précisément, le romantisme disait, ce qui était historique doit être respecté. Les théoriciens du genre disent, ce qui est historique doit être déconstruit pour être, si vous voulez, remodelé. Donc, la théorie du genre nous précipite dans une sorte de constructivisme généralisé. Nous devons savoir que notre identité prétendument sexuelle, donc naturelle, est une identité culturelle. Dès lors, elle est critiquable, elle est remédiable, elle est remodelable, et nous pouvons choisir l'identité que nous voulons, être plus ou moins homme, plus ou moins femme, parce que les caractères qu'on attribue à l'un et à l'autre, précisément, sont arbitraires en tant qu'ils sont culturels. Alors, il me semble néanmoins que là, nous parlons de la version, disons, enfin, la version, comment dire, sommaire de la théorie du genre dont il est question ici et qui est très radicale, mais il me semble que le point de départ est de dire non pas que rien n'est biologique, mais que tout ne l'est pas. Bien et sûr. Il y a bien effectivement des stéréotypes, c'est-à-dire mais voilà. Vous avez raison, bien sûr. Simplement, c'est pas parce que ce n'est pas biologique et donc culturel que c'est un stéréotype. C'est ça que je veux dire. Par exemple, il y a une tradition française dont j'ai parlé plusieurs fois à la suite de Claude Habib, de la galanterie, un certain rapport entre les hommes et les femmes qui était en Europe spécifique de la France. C'est pas pour autant que c'est un stéréotype, c'est peut-être une tradition qu'il faut en quelque sorte reprendre à notre compte, entretenir, préserver, chérir. Donc, il y a, oui, aussi des stéréotypes, oui, mais pas seulement. Non, mais bien sûr, mais tout simplement, là, prenons des choses très concrètes. C'est l'assignation, voilà. Puisqu'il est question de l'école de la petite fille à la poupée, aux travaux de couture, et du petit garçon à l'atelier, oui, à la menuiserie. Alors, bon, mais en même temps, les théoriciens du genre ont, si vous voulez, un horizon philosophique. Il s'agit de penser... si vous voulez, de montrer que ce que le sens commun prend pour naturel,
montrer que cela est historique, de façon à nous en libérer. C'est une théorie de l'affranchissement. Nos identités acquises sont des rôles, hein, on réduit la part non choisie de l'existence, et à ce moment-là, on peut opter pour le rôle que l'on souhaite. Ce qui fait que, à l'époque de l'éloge de l'autre, avec la théorie du genre, on assiste à une élimination radicale de la différence et de l'altérité. C'est quoi la différence? La différence, c'est ce que je ne peux pas être. C'est la définition. Ce que vous dit la théorie des genres, c'est que vous pouvez être qui vous voulez, ce que vous voulez. Le monde et la vie sont un magasin, un merveilleux magasin d'identité. Et le métissage est en quelque sorte une variante de la théorie du genre ou son élargissement. Et quand vous avez parlé, c'est très intéressant, des petites filles, on dit on va pas les assigner à la poupée, mais précisément on entreprend avec la théorie du genre une sorte de rééducation des enfants. C'est-à-dire quand une petite fille voudra jouer à la poupée et qu'un garçon fera glisser une voiture sur la table en faisant vroom vroom, on dira au garçon mais qu'est-ce que t'as à faire vroom vroom? Joue donc à la poupée, et à la petite fille on lui demandera de faire vroom vroom ou de jouer au ballon. Donc vous voyez, tous les réflexes spontanés étant définis comme des stéréotypes, on verra les éducateurs tenter en quelque sorte de reconstruire les enfants dès leur plus jeune âge. Ce qui fait peur, et puis j'ajoute aussi que nous sommes avec la volonté d'introduire dans l'enseignement primaire la théorie du genre. Nous assistons à une transgression peut-être fatale de la laïcité. Jules Ferry, souvenons-nous de Jules Ferry, demandez-vous s'il se vous trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire, pardon. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire, sinon parlez hardiment, car ce que vous allez communiquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse, c'est la sagesse du genre humain. Et bien maintenant, si vous voulez, les théoriciens du genre se pensent comme l'avant-garde du progrès historico-planétaire. Ils confisquent le genre humain à leur profit et donc ils se fichent complètement de ce que peut être la réaction du père de famille. Ils vont détruire chez des enfants qui n'ont jamais entendu parler de sexualité, ni a fortiori d'homosexualité, les préjugés homophobes. Nous sommes en plein délire. Voilà, alors j'allais y venir, puisque tout ça s'inscrit, disons, dans le cadre d'une sorte d'éducation à l'égalité. Alors, il me semble que éduquer les enfants à l'égalité homme-femme, enfin, alors, me paraît pas être, comment dire, un problème. Ça me paraît même être plutôt une bonne chose. Qu'on leur apprenne à respecter l'égalité des sexes. Par ailleurs, la théorie du genre, je crois, est déjà enseignée en première, et après tout, peut-être, elle peut l'être, je suppose, comme une des théories existantes aujourd'hui. Elle peut l'être comme une des théories existantes aujourd'hui. Elle peut être enseignée en première. Il y a peut-être chez celles et ceux qui font des recherches dans la gender studies des découvertes historiques intéressantes. Mais là encore, le discours égalitaire nous plonge dans le monde de l'équivalence. C'est-à-dire, quelle place fait-on à la différence dès lors qu'on raisonne exclusivement en termes d'égalité. En plus, il s'agit non seulement de redresser les vivants, et même les enfants, dès leur plus jeune âge, pas de réflexes féminins, traquer les réflexes féminins chez la petite fille, d'une part, mais il s'agit aussi de redresser les morts, parce que notre littérature, l'héritage littéraire, la littérature que j'ai enseignée, celle que j'ai étudiée, elle est, selon la formule
de François Cusset, qui est intervenu dans le débat sur le mariage pour tous, qui est professeur à Sciences Po, qui, je crois d'ailleurs, a l'immense mérite d'enseigner en anglais. Oui, et qui est l'auteur d'un livre appelé French Theory. Oui, et un livre, La décennie aussi, qui dit que la catastrophe des années 80, ça a été l'émergence du discours antitotalitaire sous l'égide d'un François Furet, dont il dit, ce qui est une invention totale, qu'il est un fils de banquier. Et dont il est d'ailleurs question dans le prochain causeur. Bon, très bien. Et donc, François Cusset s'inquiète d'une façon de penser, très présente dans la manifestation, hétérocentrée. Oui, Or, notre littérature est hétérocentrée, même souvent la littérature homosexuelle, parce que Proust est homosexuel, nous le savons, simplement... Dans Proust, nous n'avons pas affaire à Albert, mais à Albertine. Pas à Gilbert, mais à Gilberte. Alors on va masculiniser et surtout, on va se dire que cette littérature est porteuse de préjugés. Elle était encore ignorante de la théorie du genre. Donc on va instaurer le soupçon et la méfiance à l'égard de l'héritage littéraire. Comment continuer à étudier les tragédies de Racine, par exemple, parce que c'est pas un homme et un autre homme, c'est toujours des hommes et des femmes. Ce qui évoque d'ailleurs la proposition qu'avait faite Najat Vallaud-Belkacem, qui voulait qu'on précise dans les cours de littérature notamment si les auteurs dont on parlait étaient LGB ou T. Voilà. Aujourd'hui, les manuels, disait-elle, s'obstinent à passer sous silence l'orientation LGBT de certains personnages historiques ou auteurs, même quand elle explique une grande partie de leur œuvre. C'est très intéressant, parce qu'il y avait une part d'homosexualité chez Verlaine et chez Rimbaud. Il y a des poèmes homosexuels de Verlaine, mais LGBT, c'est un anachronisme absolu. Ils étaient peut-être homosexuels, certainement pas LGBT, mais cet anachronisme est très révélateur de ce que Rémi Brague a appelé dans son livre Europe, la voie romaine, le marcionisme culturel. Marcion, vous savez, c'est ce gnostique du IIe siècle qui a dit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament n'ont rien à voir. Coupure, rupture radicale. Marcionisme culturel, ça veut dire que le passé... Nous rompons avec nos ancêtres. Le passé n'a plus rien à nous apprendre. C'est à nous de le rééduquer. Or, si vous voulez, l'enseignement littéraire est fondé sur l'idée, au contraire, que les textes anciens peuvent nous apprendre quelque chose. Et nous retrouvons là cette immodestie, si vous voulez, qui a prévalu dans le débat sur le mariage pour tous. Nous sommes les dépositaires du sens de l'histoire et nous n'avons affaire qu'à des adversaires qui sont des vestiges, des survivants, des anachronismes. Oui, alors je ne sais pas si je ne sais pas d'ailleurs si cette proposition ira jusqu'au bout, hein, parce que je crois que Vincent Paillot est très hostile. Mais déjà les pères de famille ou les mères d'ailleurs que vous avez évoqués sont en ébullition sur Internet en disant on va faire de la propagande pour l'homosexualité. Est-ce que dernière question peut-être sur ce sujet, mais est-ce que l'éducation des enfants pas à l'homophobie, mais à la lutte contre l'homophobie, est-ce que c'est nécessaire? Non. Non, je Est-ce pense... qu'il faut leur expliquer ce que c'est que l'homosexualité? Est-ce que... Certainement pas aux enfants. Oui. Certainement pas aux enfants. Peut-être en effet aux adolescents. Mais il faut quand même prendre acte du fait aujourd'hui que l'homophobie, terme récent, le préjugé contre les homosexuels, est en recul. Et c'est précisément au moment où elle recule que certaines associations en font un véritable cheval de bataille et ACT UP notamment a dénoncé, a fait son propre mur, dénonçant l'homophobie, par exemple, d'un certain nombre d'intellectuels, sous le titre « L'homophobie tue ». Et parmi les homophobes désignés par ACT UP, il y avait Sylviana Gazinski et Lionel Jospin. Donc nous avons affaire au même délire, le niveau monte. au même délire qu'avec l'antiracisme. Et je voudrais ici justement citer une autre cause qui est en train de devenir un peu folle elle-même. Une nouvelle pathologie qui se développe chez les défenseurs de la cause animale. Et il est j'ai lu avec attention un livre collectif auquel a participé Elisabeth de Fontenay, oui. Les animaux ont-ils des droits, aux éditions du Seuil. Donc il y avait Peter Singer qui était interviewé, Boris Cyrulnik et Elisabeth de Fontenay. Et ce qui est très intéressant dans le texte d'Elisabeth de Fontenay, c'est que son adversaire
ce sont, à ce moment-là, dans ce texte, les fanatiques de la cause animale qui veulent étendre les droits de l'homme aux animaux. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qui pensent que l'humanité, jusqu'à nos jours, a vécu dans la barbarie totale. Quelques philosophes ont signalé le problème, mais tout le reste, toutes les traditions immémoriales de l'humanité doivent être répudiées puisque cette humanité mangeait de la viande, puisqu'elle était carnivore et à ce titre barbare. Quant aux philosophes comme Descartes, ce n'est plus un monument de la pensée, il a parlé des animaux machines et dès lors il doit être évacué. Il doit être évacué. Et Elisabeth de Fontenay met très solennellement en garde contre le décervelage de ce comportement. Et précisément, le concept central, c'est celui de spécisme. Là encore, on voit l'antiracisme devenir fou. C'est-à-dire, spécisme, c'est construit sur le modèle de racisme. Il y a une humanité spéciste comme il y a une humanité raciste. L'humanité a été spéciste jusqu'à nos jours. Donc, il faut, là encore, le martionnisme est à l'œuvre. Tout le passé dont nous venons est un passé barbare et criminel. Bon, je voulais vous parler du livre Papa porte une robe et aussi d'un des objectifs de cette affaire qui était de déconstruire la complémentarité homme-femme. Ça, c'est tout à fait sidérant. Ça fait peur quand même. Mais juste avant de passer au deuxième sujet, malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas, dans un monde où les choses bougent, c'est-à-dire tout ça sont aussi des réalités, les couples homosexuels, les familles recomposées, tout ce que vous connaissez, est-ce qu'il n'est pas légitime de donner aux enfants des clés pour comprendre le monde dans lequel ils sont? C'est-à-dire, on n'est pas obligé, c'est pas forcément de la propagande que de leur expliquer qu'est-ce que c'est, oui, un transsexuel, puisque c'est ça dont il était question avec Papa porte une robe. Est-ce que vous récusez en bloc cet ensemble je n'en récuse pas en bloc, mais je ne voudrais pas que la littérature jeunesse soit annexée, si vous voulez, par un petit groupe, un petit lobby LGBT qui effectivement n'a rien à faire à l'école. Ces phénomènes existent, ils ne doivent pas être traités par le mépris, mais ils sont extraordinairement minoritaires. Et je crois que si on veut les majorer, on créera par contre-coup les réactions homophobes que l'on fait profession de combattre. Oui, eh bien on verra, ce sera intéressant de voir si le ministre cède ou s'il résiste, car je crois que ça ne correspond pas tout à fait à sa vision du monde. Mais j'aimerais, Alain, que vous disiez un mot sur ce jeune Alexandre,